Bonjour Farid Arintingy, je vous remercie d'être à l'université Jean Moulin Lyon 3 dans le cadre du MOOC Pilot Process. Vous êtes donc directeur de l'audit, de la maîtrise de risque et de l'organisation du groupe Renault. Vous êtes également président de l'IFACI, Institut français de l'audit interne et du contrôle interne. Et donc nous allons parler ensemble de l'innovation dans tous ces métiers, du risque et de la maîtrise des risques et de l'audit. Bonjour Eric, moi aussi je tiens à vous remercier de me donner cette occasion privilégiée de pouvoir parler à des personnes qui sont motivées, non seulement par le sujet de l'audit, non seulement par le sujet du contrôle interne et des risques qu'il faut aborder à peu près en parallèle, mais aussi à ce qui vient avant, c'est-à-dire les processus. J'ai l'habitude de dire qu'à l'origine sont les processus, c'est-à-dire ce qui permet de fonder finalement une organisation, c'est pour ça que je suis très heureux aussi d'avoir dans mon titre l'organisation, et qui permet effectivement de les rendre plus robustes, plus stables, mais on va aussi effectivement parler, comme vous le dites, de l'innovation. Je suis heureux que vous me parliez d'innovation en matière d'audit. C'est quand même un métier qui a 75 ans. La première fois que ce métier s'est organisé, c'était en 1941 aux États-Unis. Il nous est venu en France en 1965, on vient de fêter les 50 ans d'IFACI l'an dernier. Et c'est vrai que c'est un métier qui a une certaine ancienneté et à la fois un certain besoin de préserver des fondamentaux. On est là pour assurer nos parties prenantes que tout va bien. Ou alors, si tout ne va pas bien, que les signaux faibles vont remonter le plus rapidement possible. Eh bien, dans cet univers de conservation, je ne veux pas dire de conservatisme bien sûr, dans cet univers où il faut conserver l'essentiel, nous avons bien entendu des besoins d'innovation, et pas seulement dans la façon d'être perçus, mais aussi dans la façon dont nous exerçons nos métiers. Voilà, donc c'est très utile que nous puissions en discuter ce matin. Et donc, je suppose que dans vos fonctions dans le groupe Renault, vous avez eu un certain nombre d'événements qui ont été à l'origine de changements organisationnels et dans la doctrine de tous ces métiers au sein du groupe. Alors, la doctrine classique de l'audit interne, c'est de dire l'audit se tient seul, non pas dans une tour d'ivoire, mais presque dans ce qu'on appelle la troisième ligne de maîtrise. Je vous dirai tout à l'heure ce que sont les 3 lignes de maîtrise. Donc il se tient tout seul, il est rattaché le plus haut possible dans l'entreprise, idéalement au président ou au directeur général, ou au président-directeur général si les deux fonctions sont regroupées, c'est le cas chez Renault d'ailleurs, avec un accès très privilégié au président du comité d'audit, et ça lui permet de préserver l'essentiel, c'est-à-dire son indépendance. Ça, c'est ce qu'on a toujours dit, c'est ce qu'on a toujours proclamé, c'est ce que d'ailleurs moi je donne un cours à Sciences Po à des futurs administrateurs de société, je le dis, mais en matinant tout cela de toutes les nuances nécessaires, car ce qui est important, c'est que le bon accès soit maintenu au bon niveau. Donc pour répondre maintenant plus spécifiquement à votre question, par quoi sommes-nous passés qui fait que nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui? Quels ont été les différents événements qui nous ont poussés à maturer? Il y a eu pendant mes années audit, j'allais dire, il y a eu 2 grands événements. Moi, j'ai été nommé directeur de l'audit interne, et uniquement de l'audit interne, de Renault en juillet 2007. Je proviens au départ de fonctions autour du système d'information. Je suis un généraliste des systèmes d'information. C'est ma formation et mon expérience. Et en 2007, je prends l'audit interne, heureux d'accéder à une fonction aussi transversale que possible dans l'entreprise. Et l'année suivante, nous avons été frappés, vous vous en souvenez tous, par la grande crise. La grande crise a laissé les gens pantois et les directions générales face à un dilemme qui était « que dois-je jeter comme lest pour m'assurer que le ballon ne va pas se cracher dans le feu ?» Et dans le lest, on a dit il y a des fonctions de support qui pourraient effectivement être réduites comme peau de chagrin, qui pourraient même disparaître. Et l'audit interne a failli passer lui aussi avec l'eau du bain, en se disant finalement, ces gens-là viennent m'expliquer pourquoi la porte est ouverte, je vois bien qu'elle est ouverte. Ils viennent enfoncer ces portes, c'est pas la peine. Et quand ça va bien, quand ça va mal, je le sais déjà que ça va mal. Et si c'est pour me dire que ça va bien, j'ai pas besoin de ça. Donc effectivement, nous avons failli mourir
de ça. Nous aurions d'ailleurs pu mourir de façon plus subreptice, tout simplement par indifférence. Ok, on ne va pas vous enlever par cet obligatoire dans le cadre de la gouvernance, de la bonne gouvernance, il faut avoir. Mais petit à petit, vous allez disparaître parce que vous n'allez pas pouvoir changer vos effectifs. L'audit, la première innovation dans l'audit interne, c'est de recruter des hommes nouveaux de façon très régulière. Il faut entre un quart et un tiers des effectifs à renouveler tous les ans. C'est énorme. Et quand nous avons été frappés par ça, nous nous sommes dit, finalement, quels sont les fondamentaux autour desquels il faut que nous restions concentrés? Qu'est-ce qui fait que nous avons des caractéristiques que les autres n'ont pas? Je pourrais revenir là-dessus après. Nous avons essayé de répondre à cette première question, ça c'était en 2008-2009. Et deuxièmement, nous avons eu un deuxième élément important, perturbant, qui était en 2011. Notre groupe a fait la une des journaux autour d'une affaire un peu rocambolesque, qui était celle des faux espions. On avait trouvé des personnes qui avaient vendu la propriété intellectuelle de Renault à des intérêts étrangers. Après enquête, y compris judiciaire, c'était faux. Mais on avait mis en branle-bas l'ensemble de l'entreprise. Et donc, à ce moment-là, l'audit interne que je dirigeais encore a été mandaté par le président du comité d'audit, avec l'accord du PDG, pour essayer de comprendre jour par jour ce qui s'était passé, donc quels sont les faits, et deuxièmement, quelles sont les causes racines et comment il fallait effectivement mettre en place une nouvelle organisation pour ne plus se retrouver dans ces mêmes conditions. Et dans les causes racines, il y avait la faiblesse de l'analyse par les risques. L'analyse par les risques n'a pas comme objectif de se faire plaisir et de cocher des cases. L'analyse par les risques, elle a comme objectif d'ouvrir les yeux et de prendre de bonnes décisions derrière. Donc si tout à l'heure je vous ai dit, à l'origine il y a les processus, juste après, il y a les risques. Juste après cette première origine, il y a une deuxième origine qui sont les risques. Et donc les processus et les risques sont essentiels. Nous nous sommes rendus compte à l'occasion de cette crise de 2011 que notre approche par les risques, le contrôle interne, et au-delà d'ailleurs, notre analyse, notre cartographie des processus était quelque chose qui était certainement à améliorer. Et donc, l'organisation que nous avons mise en place à la fin de l'année 2011, après avoir pris le temps de décanter, parce que comme nous étions très pressés, il fallait donc prendre son temps. C'est aussi une de mes convictions, c'est que si vous êtes pressé, prenez donc votre temps. Nous étions pressés de ne plus retomber dans ce qui nous était arrivé. Petite parenthèse, qu'est-ce qui nous était arrivé? Bien sûr, il y a eu le drame individuel des personnes qui avaient été soupçonnées d'avoir été des traîtres et qui avaient été jetées en pâture pendant quelque temps. Aux médias. Aux médias. Pas facile. Donc il y avait bien tout ça, bien entendu. Mais au-delà de ce drame que nous avons bien entendu compensé, au-delà de ça, se posait la question de savoir comment une entreprise de 120 000 personnes et de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires pouvait collectivement prendre une telle décision. Et donc pour pouvoir répondre à cette question, nous avons pris notre temps. Et nous avons donc créé plusieurs nouvelles choses, parmi lesquelles celle dont moi je m'occupe, qui est la direction de l'audit, de la maîtrise des risques et de l'organisation. Nous avons donc mis ensemble, sous une même gouvernance, d'un côté des fonctions de ce que nous appelons la deuxième ligne de maîtrise, c'est-à-dire le contrôle interne, la conformité réglementaire, le management des risques et l'organisation. D'un côté, c'est des fonctions de deuxième ligne de maîtrise, et l'audit interne qui est une fonction de troisième ligne de maîtrise. En les mettant ensemble, nous leur donnions premièrement la possibilité d'échanger des données de façon transparente, confiante. La confiance est un élément majeur dans ceci. Nous leur avons donné, bien entendu, la garantie, c'est le deuxième point de ce que nous appelons, nous, la muraille de Chine. La muraille de Chine, ça ne consiste pas à ne pas discuter ensemble.
c'est bardé tels des hommes qui ont peur les uns des autres, pas du tout. La muraille de Chine, c'est que chacun puisse exercer ses responsabilités dans des conditions idéales, et s'il a besoin d'exercer le cœur du cœur, qui est cette fameuse indépendance dont on a toujours parlé au niveau de l'audit interne, mais qui s'adresse à toutes ces fonctions-là, il puisse effectivement exercer l'indépendance. Et le meilleur moyen d'exercer l'indépendance, c'est d'être capable d'accéder à la direction générale ou au conseil d'administration ou de surveillance, la structure de surveillance de l'entreprise. Et le meilleur moyen d'y arriver, ce n'est pas d'y aller en ordre dispersé. Moi, je m'appelle auditeur interne, j'ai le droit d'y aller. Moi, je m'appelle manager des risques, j'ai le droit d'y aller. Moi, je m'appelle patron de la conformité, j'ai le droit aussi d'y aller. C'est d'avoir effectivement quelqu'un qui comprend ces métiers et qui ait l'accès privilégié. Cet accès privilégié passe par la confiance, la relation de confiance, et il passe par ce que moi j'appelle, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui m'ont déjà entendu, ils vont me reconnaître un de mes mots favoris qui est le courage audible. La capacité à dire les choses de telle façon que les gens en face de vous puissent l'entendre. Je suis courageux, donc je ne cache pas. Je suis audible, je ne provoque pas et je sais jusqu'où je peux aller. De telle façon, effectivement, qu'au bout du bout, il puisse y avoir le progrès de l'organisation que nous servons, qu'elle soit une entreprise ou qu'elle soit un secteur de ministère, qu'elle soit un service de ministère. Voilà. Donc c'est vrai que nous sommes passés par tout ça pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Donc nous avons effectivement, nous sommes passés par ces événements. Nous avons donc aujourd'hui une gouvernance que moi je trouve à la fois novatrice et extrêmement rassurante. Elle passe par des hommes. Elle ne passe pas que par de la structure. Elle passe par le choix des hommes. Elle passe par le choix des hommes que j'ai choisis pour pouvoir effectivement exercer ces fonctions. Elle passe par le choix qu'a fait mon président de me choisir pour occuper effectivement ces fonctions. Mais nous sommes bien d'accord que, je dirais, entre deux fonctions, président de l'IFACI, garant un peu de la doxa, de la doctrine de l'auditeur interne, et le responsable d'un service transversal qui comprend l'audit, mais pas que l'audit, on peut se poser la question, alors innovation certes, mais on peut se poser la question, vous allez un petit peu à l'encontre quand même au démarrage de ce qui est la doctrine de l'audit interne. Alors, c'est une bonne question. Nous sommes dans un univers de paradoxes. Dans le monde de l'entreprise, vous avez tous les jours ce qu'on appelle les injonctions paradoxales. On demande à des patrons d'unités, à des patrons de centres de profit, à des patrons de fonctions de support, des choses qui sont totalement contradictoires, des réductions de coûts et des garanties de qualité, par exemple, qui a priori peuvent être particulièrement paradoxales et qui peuvent être au-delà du a priori. Bon, alors est-ce qu'ici il y a quelque chose d'aussi paradoxal? La réponse est bien sûr non, sinon je serais en train d'être dans la schizophrénie absolue et c'est inconfortable. Tout d'abord, un petit mot sur l'IFACI, parce que ça me fait plaisir de rendre hommage au père fondateur de l'IFACI. Partout dans le monde, il y a des instituts d'audit interne qui s'appellent The Institutes of Internal Auditors. C'est l'institut en France, en Allemagne, en Angleterre, etc. Nous avons décidé de l'appeler non pas IIA France, nous avons décidé de l'appeler IFACI. Il y a des années de ça, bien avant que je ne le préside. Et donc nous avons dit audit et contrôle interne. Donc dès le début, vous trouvez dans le même institut en train de servir à minima deux professions, celle de l'auditeur et celle du contrôleur interne. Le contrôle interne, c'est assez large. On peut mettre là-dedans ce que nous appelons aujourd'hui des contrôleurs, tiens, dans les banques on les appelle les contrôleurs permanents, mais on peut aussi trouver là-dedans des gens qui font plutôt dans le risque ou plutôt dans la conformité, d'autres fonctions qui participent toutes à un bon dispositif de contrôle interne. Donc, les pères fondateurs, peut-être par intuition, mais peut-être aussi parce qu'ils ont compris qu'il fallait bien collaborer, que l'audit interne est là pour servir finalement la qualité et la robustesse du dispositif de contrôle interne, avaient imaginé de mettre cela en place. Alors, est-ce que je trahis quelque chose? Non, je ne trahis pas, parce qu'effectivement, celui qui est responsable de l'audit interne, oui, celui-là, il faut impérativement qu'il soit capable d'alerter indépendamment du fait éventuellement de faire de la peine à quelqu'un. Parce que c'est là que ça se passe quand on parle d'indépendance, c'est quoi? Oui, c'est de pouvoir dire non.
c'est le pouvoir de dire non. Mais le pouvoir de dire non, c'est l'auditeur, mais c'est peut-être aussi le qualiticien. Oui. Qui dit non, vous êtes en train de sortir un produit qui n'est pas au bon niveau de qualité. Et donc, c'est vrai que le pouvoir de dire non, qui est un très beau slogan, je vous en remercie, le pouvoir de dire non, il faut savoir l'exercer, à bon escient. Donc, celui qui dit non à la DAMRO, c'est-à-dire à la direction de l'audit, de la maîtrise des risques et de l'organisation de Renault, c'est pas moi, c'est mon directeur de l'audit interne. D'accord, vous êtes au niveau gouvernance et donc la coordination entre les différents services. Je suis son patron, voilà. Et ayant été à sa place oui. il y a quelques années, je m'en voudrais beaucoup de lui forcer la main. Il m'arrive d'avoir des débats avec lui, en l'occurrence avec elle, c'est une dame. Il m'arrive d'avoir des débats avec elle sur des sujets où nous ne sommes pas tout à fait d'accord, où j'aurais pris les choses différemment, etc. Mon rôle en tant que patron, c'est de la pousser dans son raisonnement pour m'assurer qu'effectivement, elle a les bons arguments. Mais si nous ne nous mettions éventuellement pas d'accord, que je campe sur mes positions, elle sur les siennes, qui décide in fine, à votre avis? Vous, le comité d'audit? Pas du tout, c'est elle. C'est elle? D'accord. C'est le rôle du directeur de l'audit interne. D'accord. Pendant 4 ans chez Renault, j'ai été directeur de l'audit interne. À l'époque, je n'avais pas le bonheur d'être attaché au président, j'étais donc rattaché à quelqu'un d'autre. J'ai toujours considéré que la personne à qui j'étais rattaché avait vis-à-vis de moi un rôle d'aubergiste, et non pas un rôle de patron sur le fond. Et j'essaye de faire la même chose, sauf que comme je suis malgré tout très compétent en matière d'audit interne, la preuve, je préside l'IFACI, donc c'est la raison pour laquelle quand j'ai des discussions, c'est pas très souvent. 2-3 fois l'an, pas plus que ça. Eh bien, c'est vrai que je suis sur un sujet dont je maîtrise la pertinence. Et donc, en fait, si on fait le résumé de votre intervention jusqu'à maintenant, on peut dire que l'innovation est venue quasiment d'une gestion de crise, enfin de 2 crises au sein du groupe Renault, et c'est pour ça que vous avez été amené à changer la structure, à changer un petit peu la doctrine, tout du moins le curseur de la doctrine, et faire de la transversalité entre plusieurs métiers. Est-ce qu'en fait, le but, quelque part, de toute cette transformation, de tous ces services, ça ne serait pas d'augmenter la résilience du groupe Renault, la résilience de toutes ses fonctions, par rapport à l'incertain, la complexité de notre monde qui est de plus en plus complexe, de plus en plus incertain, il est de plus en plus difficile de planifier, ne serait-ce qu'à court terme, et donc vous apportez quelque part un peu de résilience et de faculté à réagir correctement à des événements difficilement maîtrisables par la programmation. Alors, votre question tombe à point, parce qu'effectivement, nous n'avons pas de raison d'être, si ce n'est pour aider effectivement nos entreprises, dans ce que moi j'appelle la performance durable. Nous sommes au service de la performance durable de nos entreprises. Les 2 mots sont importants. Performance et durable. Nous avons vu, en particulier à travers la crise, d'ailleurs merci la crise, c'est quand même au moment des crises que les gens se transforment. C'est rarissimement quand tout va bien, qu'on baigne dans un état de bonheur et de bons résultats, y compris dans votre vie privée d'ailleurs, que vous vous mettez, vous dites, ah bon, fondamentalement j'ai besoin de me transformer, hein. Vraiment ça ne va pas. Non, si ça va, justement, il n'y a pas besoin de se transformer. Alors qu'en réalité, il y a besoin de se transformer, parce que l'état de ça va n'est pas permanent. Je me souviens, il y avait Moustaki dans le temps qui avait fait une chanson qui s'appelait « Je décrète l'état de bonheur permanent ». C'était formidable, hein, c'était dans les années 70. Mais bien sûr, ça n'existe pas. Et donc, les crises sont là pour nous pousser à réagir, à réfléchir, à faire... Alors après, on peut faire de bonnes ou de mauvaises décisions. Les crises ont poussé toutes nos parties prenantes, tous nos clients, toutes nos entreprises à rentrer dans un univers dangereux, dans un univers incertain. Jadis, on travaillait au sein des frontières de l'Hexagone. On en est sorti pour atteindre l'Europe occidentale. Mais la différence entre l'Hexagone et l'Europe occidentale, c'est la langue. Tout le reste, c'est les mêmes habitudes économiques. Et puis, on est sorti de l'Europe occidentale. Donc, on s'est mis à partir. On a traversé l'Atlantique. On est parti en Asie. On est descendu en Afrique. Et donc, on s'est retrouvé dans des univers qui, géographiquement, sont déjà plus loin. Donc, par conséquent, si on va aller physiquement regarder, ben, ça prend déjà plus de temps. Et le virtuel, qui est très utile, ne remplace pas à 100% le physique.
même si je suis dans un MOOC. Et deuxièmement, les habitudes ne sont plus les mêmes. Et parfois, on est dans un univers de contradictions. Il faut absolument respecter le code de déontologie, l'éthique, les règles morales qu'on s'est données. Et en même temps, il faut malgré tout, on est allé quelque part pour faire aussi des affaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je sois capable de faire? On est rentré dans un univers où, pour faire des affaires, on doit prendre des risques. Si on ne veut pas prendre de risques, on ne peut pas faire d'affaires. Mais si on veut prendre des risques, il faut en être conscient. Trop de personnes, trop d'entreprises, c'est valable aussi pour votre vie personnelle, se sont dit, bon, ok, je sais que je prends un petit peu de risque, mais j'y vais quand même. Mais non. J'y vais quand même, mais je vais d'abord ouvrir les yeux. Je ne suis pas de la catégorie des autruches, je suis dans la catégorie des humains. Et par conséquent, il est essentiel d'abord d'analyser pour comprendre. Ensuite, une fois qu'on a compris, de se dire, qu'est-ce que je choisis d'accepter sans rien faire? Qu'est-ce que je choisis de réduire? Parce que là, quand même, je sais que je peux mettre en place des choses pour pouvoir réduire. Et qu'est-ce que je choisis de ne plus faire, finalement? Et il n'y a qu'un seul moyen d'y arriver. C'est de faire une analyse par les risques. Alors, j'aimerais quand même rajouter deux mots. On a parlé de processus, on a beaucoup parlé de processus tout à l'heure en disant que c'est essentiel à l'origine sur les processus. Par rapport aux risques, il y a les processus, mais il y a aussi les objectifs. Si vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas de risque. Si vous n'avez pas dit « je vais dans tel pays ouvrir une usine ou acheter une usine et la transformer pour atteindre ce volume et cette profitabilité, éventuellement ce niveau de qualité, cette part de marché, etc., c'est pas la peine. À ce moment-là, c'est pas la peine de faire une analyse des risques. J'y vais sans objectif. Mais bien sûr, j'y vais avec des objectifs. Bien sûr, j'y vais avec des objectifs. Et donc, mon analyse des risques, elle va partir par quoi? Elle va partir par dire, bon, ok, quels sont les événements qui risquent de m'empêcher d'atteindre cet objectif? Attention, c'est un événement incertain. C'est ça qu'on appelle un risque. Si j'ai déjà l'événement qui est là, c'est plus de la risque, c'est plus du risque, c'est de la gestion de crise. Gestion de crise, tout à fait. Donc on est dans un autre univers. Oui, tout à fait. La gestion de crise, on est dans... Donc, paf, le truc c'est que c'est planté, l'avion est tombé dans le sol. Mais la gestion de crise, c'est qu'est-ce qui pourrait faire que l'avion risquerait éventuellement de décrocher? Quel que soit l'univers dont on est en train de parler, que ce soit sur votre investissement individuel parce que vous avez décidé de mettre de l'argent dans la banque sur tel ou tel placement, ou que ce soit sur effectivement le fait d'aller installer un nouveau produit alimentaire en Chine. Hein. Bon. N'importe lequel de ces événements est porteur en soi de risques. Et donc les métiers que nous représentons sont des métiers qui sont bien là pour protéger l'entreprise, pas pour l'empêcher d'agir. Pour lui dire, voilà ce que vous devez faire pour réussir ce que vous avez décidé. On m'a souvent demandé, est-ce que l'audit a le droit d'auditer la stratégie de l'entreprise? Et la réponse est non. Nous n'auditons pas la stratégie de l'entreprise. Il y a des gens qui vont regarder, avoir un avis sur la qualité de la stratégie, sont les grands cabinets d'organisation et de stratégie. Ceux-là, ils sont là pour ça. Nous ne prenons pas leur place, de même qu'ils ne prennent pas la nôtre. En revanche, une stratégie qui a été définie avec l'aide d'un conseil d'administration et qui va être déployée par une direction générale. Elle va être déployée dans des conditions. Les conditions de déploiement de la stratégie, c'est notre sujet. C'est là que nous allons aller les aider par un dispositif de contrôle interne robuste, par un dispositif de conformité robuste, par une analyse des risques robuste, par des plans de remédiation de ces risques validés par les propriétaires des risques, qui sont des membres de la direction générale. Ce n'est pas nous les propriétaires des risques. Nous sommes là pour aider. Nous sommes des facilitateurs. Nous ne sommes pas des décideurs. Les décideurs sont la première ligne de maîtrise. Finalement, je me rends compte que je vous ai parlé de des trois lignes de maîtrise par petites touches. Les malheureux, ils vont être obligés de m'écouter de bout en bout pour savoir ce que c'est les morceaux. Ils regrouperont les morceaux. Pour comprendre la totalité. Les décideurs sont la première ligne de maîtrise. C'est eux qui décident de faire ou de ne pas faire. La deuxième ligne de maîtrise, c'est une partie des fonctions dont je vous ai parlé, dont les risques et le contrôle interne, pour aider la première ligne de maîtrise à prendre les bonnes décisions. La troisième ligne de maîtrise est une assurance raisonnable sur la conformité et l'efficacité de l'ensemble du dispositif qu'on a mis en place.
Donc, nous sommes là pour faciliter les bonnes décisions. Nous ne prenons pas des décisions à la place, et en particulier, nous ne donnons pas notre avis sur la stratégie. Et in fine, nous sommes là pour protéger l'entreprise afin qu'elle puisse atteindre une performance durable, c'est-à-dire qu'il puisse se répéter. Alors on peut dire aussi durable au sens écologique du terme. Évidemment, nous avons fait d'ailleurs il y a 2 ans à l'IFACI en 2014, nous avions fait une conférence qui était effectivement nos métiers au service de la performance durable. Et nous avons joué avec le mot durable dans ces 2 sens. Mais son premier sens pour nous, c'est le fait de pouvoir redupliquer, répéter la performance dans le temps. Et non pas de se retrouver dans quelque chose qui est une performance ponctuelle. Paf, j'ai fait un trimestre exceptionnel. J'ai fait une année exceptionnelle, pas du tout. Il faut faire plusieurs années exceptionnelles. Et nous sommes là pour les aider à faire cela. Nous ne sommes pas là pour doucher les enthousiasmes, mais nous sommes là pour canaliser les énergies au service d'un enthousiasme durable. Très bien, donc si je devais un petit peu résumer votre pensée, votre discours, je dirais qu'on doit passer d'un audit quasiment inquisiteur pour certains, autrefois, la mauvaise image qu'avait l'auditeur qui venait montrer la doxa, à un véritable partenaire qui va faciliter le rapport entre des opportunités, et les opportunités, c'est le décideur qui doit apporter ces opportunités, et le calcul de ces opportunités, et derrière une bonne et saine gestion de risque maîtrisée, et que pour réussir, qu'on ait une espèce de balance pour réussir à trouver quels sont les bons projets et qu'on puisse décider en toute intelligence et en toute bonne information. Est-ce que vous me permettez cette conclusion ? Je vous la permets, et je voudrais juste commenter un petit mot là-dessus. Vous avez parlé de partenaires. Et si vous vous souvenez, dans votre toute première question, au début, j'avais dit, oui, la crise nous a forcés à nous positionner différemment, et je reviendrai. Je voudrais revenir là-dessus. Revenons. Sur nos caractéristiques distinctives, pour mériter d'être des partenaires de confiance. D'ailleurs, dans l'entreprise, le jargon, c'est business partner. Business partner est déjà en soi assez loin de la doxa, de l'audit, qui fait peur. Attention, les auditeurs sont là. 21, moi je me souviens, à un moment donné, on est 22, voilà l'audit, pas 21, 22. Nous avons effectivement des caractéristiques. Il faut impérativement trouver qu'est-ce qui fait que nous sommes différents des autres. Pas pour faire peur, mais pour aider. Pour aider à quoi? Au progrès. Nous sommes transversaux. J'allais dire, quand j'ai pris cette fonction en 2007, je me disais, c'est génial, je suis transversal parce que j'ai fait de l'informatique et que l'informatique, c'est en soi un métier transversal. Mais c'est du transversal au carré, l'audit interne. C'est du transversal qui est là, qui aide, etc., mais qui ne fait pas. Malgré tout, la direction des systèmes d'information, elle produit des services informatiques. Nous sommes hyper transversaux. Dans un univers de plus en plus difficile, les gens se recroquevillent sur leurs silos. Nous sommes des ouvreurs, non pas c'est pas pour casser les silos, il faut quand même qu'il y ait des gens qui sachent où sont leurs rôles, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça se termine, les rôles et les responsabilités. Mais nous sommes des gens qui allons passer des passerelles, nous sommes des transversaux au carré, j'aime bien dire ça, nous sommes des transversaux au carré. C'est notre première caractéristique. La deuxième caractéristique, elle est fidèle à la doxa. C'est la capacité à dire les choses. Je vais plus loin. Dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, ce n'est pas seulement dire les choses, c'est penser les choses. Aujourd'hui, on se retrouve dans un univers paradoxal où l'individu, personne n'a envie de se dire « je suis complaisant ». C'est pas vrai. Personne n'a envie le matin en se rasant de dire « je suis un mec complaisant ». On a envie de se dire qu'on est courageux. Donc le meilleur moyen de se dire courageux, c'est de se dire, et de ne pas l'être, c'est d'essayer d'avoir de la prémonition par rapport à ce que le dirigeant pense, et de se dire, ben voilà, je pense ce que le dirigeant... Je pense, et comme par hasard, le dirigeant dit la même chose que moi. Moi, je n'ai pas attendu qu'il le dise, sauf que j'ai fait de la prémonition. La capacité à penser différemment, la capacité à dire les choses, l'indépendance, le courage audible, c'est notre deuxième caractéristique, elle est majeure. La troisième caractéristique, c'est les fondamentaux, dont nous sommes, malgré tout, des experts qu'il faut maintenir. Alors, les normes et les procédures, ça peut faire des placards poussiéreux de manuels. Moi, je ne suis pas du tout en train de dire « revisitez vos manuels, lisez-les entièrement, etc. » Forgettez tout ça. Non. Mais il y a un b.a.-ba
du minimum de contrôle qu'il faut garder en place pour que la maison ne soit pas en train de s'effilocher. Arrive la crise, vous êtes loin du centre, vous êtes loin du siège, les gens qui sont loin vont avoir tendance à se dire « j'ai des objectifs, il faut que je les atteigne, je vais prendre des petites libertés ». Oui, il faut prendre une petite liberté à un moment donné de façon exceptionnelle, mais attention, il faut savoir quelles sont les choses qu'il faut maintenir. Par exemple, moi j'ai souvent tendance à dire, dans une petite structure, vous ne pouvez plus maintenir un des b.a.-ba qui est la séparation de fonctions. Oui, pas. Donc c'est le même mec qui va effectivement passer commande, réceptionner, comptabiliser et payer. C'est horrible. Mais il ne peut pas faire autrement, c'est tellement petit. C'est ce que vous faites chez vous d'ailleurs à la maison. Mais chez vous, c'est votre argent. Eh bien, si vous êtes dans cette situation-là, moi je ne suis pas un ayatollah en train de dire recruter 2 mecs supplémentaires. La structure économique ne le permet pas. Mais je vais pouvoir leur dire, il va falloir donc mettre en place des contrôles supplémentaires. Pas de façon permanente, au hasard, un hasard intelligent, mais un hasard. De façon effectivement à vous assurer qu'il n'y a pas d'abus ou qu'il n'y a pas d'erreur. L'abus ne signifie pas forcément une fraude, mais ça peut provenir d'erreurs répétées ou d'erreurs qu'on a pris l'habitude de faire en pensant que c'était bien. Et donc, nous avons 3 grandes caractéristiques, la transversalité, la capacité à dire non et le minimum de contrôle qu'il faut conserver pour que l'entreprise ou pour que le service public continue à bien fonctionner. Donc nous sommes en permanence dans un univers où nous devons muter parce que nos parties prenantes nous attendent sur de nouveaux sujets, on n'a pas parlé de sujets, on aurait pu, sur de nouveaux sujets, sur de nouvelles techniques et méthodes, on n'a pas parlé de techniques et méthodes, et sur de nouvelles postures, on a surtout parlé de nouvelles postures, tout en préservant les fondamentaux de notre métier. C'était votre conclusion. Eh bien, il me reste à vous remercier au niveau de l'Université Jean Moulin Lyon 3 pour votre participation au MOOC Piloprocess. Merci. Merci beaucoup, Eric.